Merci. Merci Jafar, merci mon deuxième brin d'ADN. On m'appelle souvent, les gens me confondent, ils m'appellent Hassan Heikel ou Hassan Jafar. Donc, et lui, on l'appelle des fois Jafar Agnaou. Alors, ce matin, après la première session, lors de la pause café, il y a un participant ici, il s'en reconnaîtra. Qu'est-ce qu'il a dit? Au fait, il est allé prendre un thé, on lui a dit بغيتيه بالسكر ولا بلا سكر؟ قال له هجروا علينا هذا السكر، عطيه ليا بلا سكر. Donc on a gagné. Et là, je me demande qu'est-ce qu'il va dire, parce que là, je vais parler de ce qu'on appelle de l'effet Warburg, et je me demande ce qu'il va dire à la deuxième pause café de tout à l'heure. Bien, alors je vais commencer ma présentation par un proverbe arabe. Ne jugez pas le grain de poivre d'après sa petite taille, goûtez-le et vous sentirez comme il est fort. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en effet, on a longtemps sous-estimé la prévention nutritionnelle. Aujourd'hui, au travers des évidences scientifiques, on sait qu'elle est incontournable, notamment dans la prévention des maladies non transmissibles. La nutrition, qu'est-ce que c'est d'abord la nutrition? Souvent les gens, c'est-à-dire quand on leur parlait de nutrition, pour eux c'est l'alimentation. Pas du tout. Vous savez, l'alimentation, le statut nutritionnel, l'activité physique, ce sont des parties intégrantes de la nutrition. Et mon ami Charibi a parlé ce matin, il a fait allusion à la 3e conférence internationale de nutrition. Dans la prochaine conférence internationale de nutrition, il sera question d'inclure dans la nutrition la sociabilité. Alors, la nutrition, elle peut être source de facteurs de risque, comme elle peut être source de facteurs de risque pour les maladies non transmissibles, comme elle peut être source de facteurs protecteurs pour les maladies non transmissibles. Moi, j'aime beaucoup ces diapositives. Nous vivons donc une transition alimentaire, nous vivons une transition nutritionnelle, une transition épidémiologique et aussi une transition économique. Mais là, en 2019, nous sommes en train d'achever la transition alimentaire et nous sommes en train d'achever notre transition nutritionnelle. Et ainsi, on meurt de moins en moins de maladies infectieuses, mais de plus en plus de maladies donc non transmissibles. Comme vous le voyez ici, vous avez le Maroc, le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Pour le Maroc, plus de 80% des décès sont donc imputables aux maladies non transmissibles, dont 14% au cancer. Pour les pays subsahariens, tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Bénin, c'est moins de 50%. Moins de 50% de ces décès donc, sont imputables aux maladies non transmissibles. Mais plus de 50% sont imputables aux maladies transmissibles. Tout simplement pour dire que ces pays, donc ces pays frères, donc ils sont encore en train de vivre leur transition alimentaire qui est toujours en cours. Là, je ne vais pas m'attarder sur ces diapos, c'est tout simplement pour dire que le coût de l'obésité au Maroc, c'est 24 milliards de dirhams par an, ce qui représente 2,8% du PIB et 2 fois le budget du ministère de la Santé. Et enfin, le coût des maladies non transmissibles, donc, dont a parlé mon ami Jafar ce matin, donc c'est 60 milliards de dirhams par an. Alors, ce qui est nouveau, depuis 2015, maintenant on sait quelles sont les grandes orientations sur lesquelles la prévention nutritionnelle peut agir. Ce sont 7 concepts. C'est-à-dire la prévention nutritionnelle peut agir sur la diminution du stress oxydatif, sur l'augmentation de la résistance au stress, sur l'augmentation de l'immunocompétence, sur l'augmentation des fonctions des cellules souches,
sur l'augmentation de la stabilité du génome et sur l'augmentation de la sensibilité à l'insuline. D'ailleurs, la prévention, pour la prévention du diabète, la nutrition a une place de choix. Et comme le montre la dernière étude d'EDP, qui dit que l'alimentation équilibrée, c'est bien, mais avec l'activité physique, c'est mieux. Là, je vais juste... Pourquoi j'ai choisi le stress oxydatif? Tout simplement pour dire que le stress oxydatif, c'est un carrefour. C'est un carrefour de l'ensemble des maladies non transmissibles. Et comme vous le savez, donc, les radicaux libres, ils perturbent le métabolisme. Alors, pour réduire ce stress oxydatif, il faudrait limiter les apports énergétiques, les produits avancés de l'agglégation, donc c'est les réactions de Maillard, c'est en fait tout ce qui est comme les petits croissants, la biscuiterie, tout ce qui est doré, l'hyperglycémie et l'hypertriglycémie, donc qui sont des agents inducteurs du stress oxydant, et vous avez aussi l'inflammation bas grade qui est un élément du stress oxydatif. Donc il faudrait corriger le dysbiose intestinale par les fibres. Tout le monde en parle maintenant. C'est pas la mode, c'est l'avenir en fait. C'est la modification du microbiote. Vous savez, en modifiant le microbiote, on peut agir sur la biodisponibilité de certains micronutriments. Apporter des nutriments antioxydants tels que les flavonoïdes, je vais en parler tout à l'heure, et réduire la densité énergétique sans oublier l'impact important de la consommation des fruits et légumes en tant qu'apport d'antioxydants. Là, c'est juste pour vous dire que pratiquement, d'ailleurs, Hicham en a parlé tout à l'heure, donc plus de 33% des maladies, c'est-à-dire des cancers, peuvent être évitables grâce à la prévention nutritionnelle. Là, donc je vais vous parler en fait, plutôt un principe, c'est, je vais viser la Lune. Hein, comme on dit, quand on vise la Lune, tout ce qu'on risque si on rate la Lune, c'est de tomber dans les étoiles, n'est-ce pas? Alors, pour pouvoir parler de la prévention nutritionnelle, je vais parler de la prévention nutritionnelle du cancer. Parce que tout ce qui est bon pour lutter contre le cancer, c'est bon pour le diabète, c'est bon pour l'hypertension, l'obésité et la maladie cardiovasculaire. Alors, ce que vous voyez ici en rouge, donc c'est les facteurs qui augmentent le risque, qui augmentent donc le risque des maladies non transmissibles. Et ce que vous voyez donc en vert, ce sont donc les facteurs qui réduisent le risque des maladies non transmissibles. Donc l'objectif prioritaire, c'est de réduire la consommation des boissons alcoolisées, avoir une alimentation équilibrée et diversifiée, pratiquer une activité physique et promouvoir l'allaitement maternel. Bien. Alors là, vous allez peut-être me dire qu'est-ce qu'ils ont les 5 éléments qui jouent un rôle dans l'apparition des maladies non transmissibles. Et cette belle et fameuse, pour ceux qui s'intéressent à la littérature, à la déesse Durga. Quelle est la relation entre les deux? Il n'y en a pas. En fait, il n'y a pas de relation. La seule relation qu'il y a, c'est que tout simplement, j'ai vu qu'elle avait plusieurs bras, je vais vous expliquer, tout simplement pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est tout simplement pour dire ce qui est bon pour le cancer, c'est bon pour le diabète, pour l'obésité. C'est-à-dire qu'une prévention nutritionnelle peut servir, dans le sens de cancer, peut servir aux autres maladies transmissibles. Alors, donc il s'agit donc la cuisson en température, les lipides, le sucre, le sel, et puis le surpoids et l'obésité. Bien, alors la cuisson à haute température, comme vous le savez, ils sont cancérigènes, notamment les grillades et les fritures, c'est un vivier des hydrocarbures polycycliques, ainsi que les amines hétérocycliques. Et le fameux boulfaf que nous aimons, donc c'est vraiment, si vous voulez, on peut en parler tout à l'heure dans la discussion. Vous avez la caramélisation, quand on parle notamment tout ce qui est biscuiterie, tout ce qui est viennoiserie, et ben c'est de là qu'on a des apports en corps de Maillard. Mais ceci est dû, en fait, il faut penser à l'effet dose. Il ne faut pas interdire, hein. Il ne faut pas interdire, il faut un peu de tout, mais il ne faut pas exagérer, il ne faut pas prendre ça tout le temps. De temps en temps, c'est bien, mais souvent, non.
Donc, il faut réduire les fritures et grillades et éventuellement revenir à cette cuisson à la cocotte. Alors, ça, c'est en ce qui concerne la cuisson en température, juste pour dire que les cuissons en température sont cancérigènes. Et pour les lipides, c'est très complexe pour pouvoir les expliquer. Mais moi j'ai trouvé une façon, je vais dire assez facile, c'est on va se concentrer uniquement sur le rapport oméga 3, oméga 6. Si on comprend ça, on va comprendre quel est l'intérêt des lipides et aussi l'apport des acides gras trans. Alors pour le rapport officiel des oméga 3 et oméga 6, il est de 1 sur 4. Au Maroc, il est supérieur à 1 sur 20. Et là où le rapport le plus mauvais, chez les adolescents, il est supérieur à 1 sur 60. Alors pour ceux qui se disent où est-ce qu'on va trouver les oméga 6, ben c'est dans les biscuiteries, les viennoiseries industrielles, l'huile de palme. Et comment faire pour faire son plein des oméga 3? Ben c'est très simple, très facile. C'est les poissons gras. Si vous prenez 3 fois par semaine de poissons gras, vous avez fait votre plein donc d'oméga 3, et surtout si vous rajoutez, bon, j'ai aussi des noix et des pistaches et des noisettes et des amandes, mais sans sel. Alors là, je vais citer juste une étude de mon ami professeur Hasna Ben Kiran. Le Marocain obèse, il perçoit le goût du gras à 5,16 millimoles versus un témoin marocain qui lui le perçoit à 1 millimole. C'est-à-dire que pour un Marocain qui est obèse, il faut 5 fois plus de gras pour qu'il perçoive le goût du gras. Alors, notre ennemi numéro 1, c'est le sucre. Et là, je vais vous parler de cet effet, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est l'effet Warburg. Alors, l'effet Warburg, qu'est-ce que c'est que l'effet Warburg? D'ailleurs, ce monsieur Warburg, le professeur Otto Warburg, a eu le prix Nobel pour cet effet. Alors, cet effet Warburg, c'est quoi? C'est que, comme vous le savez, les cellules cancéreuses, ils ont des mitochondries qui sont mal en point. Et donc, l'énergie, ils ne peuvent pas l'avoir des mitochondries, ils ont besoin de l'avoir ailleurs. Et ils vont chercher cette énergie du sucre. Et comment faire? Ben, tout simplement, donc, c'est que 80% des cellules cancéreuses, donc, ils ont des récepteurs à l'insuline. Voilà un peu ce qu'on appelle l'effet Warburg. Alors, pour le Marocain, donc c'est toujours un autre travail qu'a fait l'équipe de professeur Hasna Ben Kiran, c'est que le Marocain il perçoit le goût du sucré à 27 millimoles versus une population caucasienne qui elle, le perçoit à 10 millimoles. C'est-à-dire qu'il faut 2,7 fois plus de sucre à un Marocain pour qu'il perçoive le goût du sucré. Le Marocain, donc, il consomme, comme l'a dit le Dr Schreiber ce matin, il consomme 94 grammes de sucre par jour, c'est 2 fois plus que ce qui est que la norme. Pour le sel, je vais essayer d'être rapide. Donc, pour le sel, ce qui est intéressant pour le sel, c'est que maintenant c'est prouvé comme quoi il y a un risque de cancer de l'estomac. Pourquoi? Parce que les aliments qui sont très salés restent plus longtemps dans l'estomac. Et autre chose, on a trouvé aussi d'autres effets délétères du sel, tels que l'obésité infantile et puis l'insuffisance cardiaque. Et il y a autre chose qui est assez intéressante, c'est qu'il faudrait agir justement sur le sel, c'est-à-dire sur la consommation de sel pendant qu'on est jeune, c'est-à-dire jeune, inférieur à 65 ans. Parce qu'au-delà de 65 ans, donc il y a une perte de sensibilité à des nuances, on ne peut plus revenir là-dessus. On ne peut plus faire de sensibilisation ni de prévention. Et donc là, le Marocain, il perçoit le goût du salé aussi, c'est toujours la même équipe de professeur Hasna Ben Kiran, donc il perçoit donc le goût du salé à 15 millimoles, donc il faudrait 1,5 fois plus de sel à un Marocain pour qu'il perçoive le goût du salé. Et le Marocain, selon l'étude Stepways, donc, il consomme 10,6 grammes de sel par jour, c'est 2 fois plus que la norme. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, ouais, alors pour le sel, non, il n'y a pas de problème, parce qu'il faut relever les plats, n'est-ce pas? Donc on peut, à la place du sel, utiliser des fines herbes,
que vous avez parlé tout à l'heure justement de remplacer un peu toutes c'est-à-dire d'utiliser une approche agroalimentaire. Là, vous pouvez utiliser des fines herbes, des épices, des agrumes pour hausser le goût des aliments. Et enfin, donc, pour le surpoids et l'obésité, donc vous avez l'obésité. L'obésité crée un mécanisme d'inflammation chronique et d'insuline résistance qui sont des facteurs cancérigènes. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais ce que vous devez savoir, ce qui est prouvé, c'est qu'il y a 6 cancers digestifs et 2 cancers gynécologiques qui ont 2 à 5 fois plus de risque de se développer chez des personnes souffrant d'obésité. Alors, là, j'ai parlé des interdits. Alors, qu'est-ce qui est permis? Donc là, vous avez les éléments qui jouent un rôle dans la prévention des maladies non transmissibles. Tout le monde le sait déjà, c'est les fruits et légumes. Vous avez les fibres donc, alimentaires solubles, les produits laitiers, dans la mesure où on ne dépasse pas les recommandations, l'activité physique, l'allaitement maternel. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe des 7-7, c'est un concept américain. Vous savez, c'est des magasins qui ouvrent 7 jours sur 7, et donc ils appliquent ça à la nutrition. Ils disent, voilà les 7 aliments qu'il faut manger chaque jour, 7 jours sur 7, et ceux qu'il faut, il faut donc limiter. Comme vous aurez donc les présentations, donc je ne vais pas passer mon temps à les énumérer. Voilà un peu les 7 aliments à limiter et les 7 aliments à consommer chaque jour. Vous avez aussi... On peut aussi consommer cette liste d'aliments presque sans limite. Et moi, j'aime pas beaucoup ce terme, qui est le terme alicament. Bon, mais la littérature le cite, donc je le reprends. Donc voilà les alicaments à favoriser. Et vous avez parmi ces alicaments, vous avez donc ce que adore ma maman, à savoir, maman se soigne uniquement à l'ail et aux oignons. Et donc, vous avez aussi le thé vert. Et là, les flavonoïdes, alors les flavonoïdes, c'est quelque chose de très intéressant. Alors les propriétés flavonoïdes, ils sont largement donc étudiées, et on les reconnaît notamment, ils ont des activités qui sont antivirales, antitumorales, anti-inflammatoires, anti-allergiques et anticancéreuses. Et les champions, c'est le curcuma et le thé. Et pour le curcuma, vous avez plus de 250 études qui ont été réalisées, qui ont prouvé donc son efficacité. Et pour le thé, vous avez plus de 1000 études qui ont prouvé son efficacité. Et ce qui est intéressant dans le thé, j'ai ressorti d'un article cette partie que je trouve assez intéressante, c'est-à-dire son pouvoir antioxydant. Et vous avez à peu près qu'une tasse de thé, il contient jusqu'à 400 mg d'épigalocatéchine galate. Donc c'est 200 fois plus, c'est-à-dire les propriétés antioxydantes sont 200 fois plus supérieures à la vitamine E. Alors au Maroc, il faut savoir que 60% des boissons chaudes, donc le thé représente donc représente les 60% des boissons chaudes que consomme le Marocain. Alors pour le bêta-carotène, donc c'est déconseillé d'utiliser le bêta-carotène tout seul, donc en gélule, mais il faut toujours l'associer, c'est-à-dire le mettre sous ces 2 formes, ou bien l'associer à l'alpha-carotène, la lutéine ou la xanthine, ou bien la cryptoxanthine. Et pour ceux qui s'intéressent à tout c'est-à-dire à cette relation entre la prévention nutritionnelle et puis les augmentations du risque du cancer ou la diminution du risque, vous avez ce tableau. Là sur votre gauche. Vous avez près tous les facteurs donc nutritionnels, et puis tout à fait en haut, vous avez les différents cancers. Donc tout ce qui est en rouge, ce sont des preuves convaincantes, donc ce sont des articles qui ont prouvé donc l'efficacité. Et vous avez qui est en rouge, c'est-à-dire qui ont prouvé l'efficacité du risque, et ce qui est en vert, ce sont des preuves convaincantes qui ont prouvé la diminution du risque. Par contre, ce qui est en jaune, c'est suggéré, et puis vous avez en orange, c'est-à-dire des effets qui sont probables. Voilà, merci.